De l'intention photographique à la mise en lumière des oubliés de la société, cet artiste congolais sait rendre extraordinaire, faire parler le silencieux et interpeller les sensibilités. Autodidacte, il a trouvé dans la photographie un prétexte de briser la chaîne des injustices sociales. Mêlant clair-obscur au sujet tantôt en mouvement, tantôt figé, il ne fait pas que parler de la situation des groupes stigmatisés et minoritaires, il porte leur voix. À l'occasion des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'artiste décroche la 2e place avec la médaille d'argent. Cette distinction met ainsi en valeur son travail photographique présenté à cette occasion, mais aussi fait briller les couleurs de son pays, le Congo, sur la scène francophone. Aujourd'hui dans la pause d'art, nous recevons Ralph Lilian. Suivez donc. Bonsoir Ralph. Bonsoir Yvan. Merci de nous donner un peu de ton temps afin de parler de la photographie et pas que. Parce qu'il faut dire que tu pratiques aujourd'hui plus d'un médium et voilà, ça sera l'occasion de revenir un peu sur eux et de nous parler de ta démarche. Comme à chaque fois, je dirais, la toute première question, c'est de savoir comment toi tu arrives à l'art. Alors, s'il faudrait raconter directement, parce que moi je crois que je faisais des petites, si on peut dire, des petites entrées puis je repartais. Parce que quand j'étais étudiant, déjà étudiant, j'avais un home studio. Et là, je commençais déjà à faire des petits enregistrements avec des amis. Et je m'essayais un peu au rap. Mais je ne savais pas que j'allais finir dans la photographie. D'accord. Pour moi, c'était quand je finissais mes études, quand je rentrais au pays, c'était monter un home studio et puis de par mon parcours faire un travail classique. Mais je crois que tout a basculé pour moi, c'est en 2017 quand j'ai eu des soucis de santé. Et pendant cette phase où je me suis senti très mal et je me suis acheté un appareil photo. Mais pour moi, le but initial était de faire cette espèce de photographie commerciale qu'on fait dans les mariages ou bien dans les parcours, quand on livre des cartes. Mais c'est pas quand j'ai fait le premier cliché, j'ai pas ressenti ce besoin d'aller faire cette photographie. Et pendant le processus où je me sentais mal, il y a un ami qui m'a demandé d'aller avec lui, de l'accompagner là où il avait été affecté dans le nord du Congo en forêt. Ouais. Et c'est là où je crois que c'est là où on peut parler de rencontre avec l'art ou bien de rencontre avec ce que j'étais destiné à être, c'est à ce moment-là. Il faut dire que tu as une formation d'ingénieur Alors, à la base, donc ouais. Du coup, quand je parlais d'études, donc initialement, donc je suis électrotechnicien, donc spécialisé en électromécanique. Donc j'ai un master. Et c'est pour ça que je dis que j'étais destiné à aller travailler dans une société et finir comme ça. Oui, mais après, quand justement tu décides de prendre la voie de l'art, la voie de l'émotion, comment vit ta famille? Quelle réponse te donne ta famille? Parce que on connaît un peu nos familles africaines par rapport à « ouais, je veux être artiste ». Oui, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce truc pour les parents. C'est une espèce d'échec. Moi, je me souviens, il y a mon père qui m'a dit un jour si quelqu'un qui a étudié, qui a fait des études supérieures comme les tiennes et n'exerce pas dans son domaine, c'est qu'il est quelque part incompétent. Donc pour mon père, je suis un échec quoi, de tout ce qui a été déboursé comme ça. Comme frais, tout ça, je comprends. Mais toi justement, comment toi tu vis ça, c'est-à-dire ce regard que pose non seulement la famille mais la société sur ta condition d'artiste? Moi, j'ai fait la paix avec aujourd'hui. Je suis vraiment en paix avec ça, mais je dois avouer que au départ, c'était difficile. C'était difficile de pouvoir se sortir. Parce que quand il y a ce regard sur toi de dire que, quand on te dit à force de te dire que tu es incompétent, ou bien que tu fuis la réalité, ou bien que machin, tu finis par l'accepter, par dire que c'est peut-être que s'ils le disent, s'il y a tout le monde qui le dit, c'est qu'ils ont raison.
Mais je crois qu'aujourd'hui, avec certaines rencontres et ce que je réalise, ça me permet maintenant de me rassurer, quoi. Mais justement, comment justement toi tu as pu te sortir de là? Parce que c'est pas la volonté de rentrer peut-être dans une sorte d'intimité ou de ce que tu as vécu de manière personnelle, mais c'est juste pour que ceux qui vivent aussi les mêmes difficultés que toi, parce que tu sais, ils sont nombreux sur le continent, et même au-delà, ces jeunes artistes ou ces artistes à venir qui malheureusement, face à l'adversité de leur famille, de la société, finissent par se retrouver dans un bureau et vivent, je sais pas, une aigreur, où ils vivent très malheureux toute leur vie. Mais toi, comment là justement t'a permis de sortir de là, de faire face à ça et d'être aujourd'hui l'artiste que tu es, Ralph? Moi, je pense que j'ai eu la chance de... Ce sont les sujets sur lesquels je me suis intéressé qui m'ont beaucoup aidé. Parce que très vite, de manière, si on peut dire, inconsciente ou une espèce de hasard ou bien de prédestiné, la nature m'a conduit vers des sujets qui sont en rapport avec des minorités, donc des groupes qui souffraient. Et en discutant avec ces minorités, je me suis rendu compte que j'avais j'avais de la chance, quoi, en quelque sorte. J'avais de la chance. Et rencontrer quelqu'un qui te dit, en discutant avec toi, ou bien en faisant une photo avec toi, j'ai échangé, que ça m'a permis de me sentir mieux dans ma douleur. Ça m'a permis de me rendre compte que je ne faisais pas envie. C'est vrai que je ne suis pas dans un bureau, bien que je ne suis pas dans ce que j'étais censé être dans ce que j'avais eu comme formation. Mais je n'aurais jamais eu ce plaisir d'être avec les humains, avec cette joie en ayant fait ce que j'ai appris à l'école, par exemple. Donc, je me dis que ce sont les rencontres, comme je l'ai dit en amont, ce sont les rencontres avec les autres, avec l'autre, qui m'aident jusqu'à aujourd'hui. Même il y a toujours ces moments de doute qui nous traversent. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Est-ce que je peux toujours repartir en arrière? Mais c'est la rencontre, le fait d'échanger qui m'aide. Comment tu arrives finalement à ce qu'on peut appeler la photographie d'auteur? Comment tu arrives à ça? Donc, est-ce que je peux raconter tout? Alors, donc, en fait, quand je disais donc, moi, il y a les soucis de santé en 2017. Je ne sais pas si mon ami s'en était rendu compte. C'est un prêtre, le père Chrislin, qui, un bon soir, me dit « Écoute, est-ce que tu veux venir avec moi au nord du Congo ?» Et je lui dis « Pourquoi pas ?» Donc, c'est sur un coup de tête que je prends mon sac le lendemain, je vais avec lui. Et j'ai passé une semaine, et quand je reviens, j'avais fait des photos, je ne savais pas quoi en faire. Et je suis allé contacter, je ne savais pas qui contacter. Donc, quand j'ai contacté des personnes, des photographes, mais je n'ai pas pu les rencontrer à ce moment-là. Et la première rencontre, c'est que j'ai rencontré Z, mais malheureusement... Z Le Bon, photographe et directeur du festival Kokou Tana. Mais est-ce que c'était une espèce de signal ou quoi? Mais la première rencontre, c'était pas bien passé entre nous. Est-ce qu'il avait la tête ailleurs ou bien... Mais en tout cas, la première rencontre, je m'en souviens toujours et je lui en parle souvent. Ça s'est pas vraiment... bien passé. C'est pas bien passé. Et après, il m'a expliqué les raisons, parce qu'il avait accompagné des jeunes, mais les jeunes, quand on finit par le trahir, puis ça l'avait vraiment un peu révolté. Okay. Donc j'étais un peu la goutte d'eau qui débordait. Mais c'est de cette rencontre, quand je le rencontre, et je me dis, si j'ai pas pu exposer ce travail, qu'est-ce que je vais en faire de ce matériau? Et l'ami prêtre me recontacte, me dit, écoute, vu que tu n'as rien à faire à Brazzaville, tu ne travailles pas, est-ce que ça te dirait de venir faire de la sensibilisation avec moi pour les peuples autochtones, donc les pygmées, Aka. Donc c'est un groupe pygmée qu'on retrouve au nord du Congo, dans la région de la Likwala. Donc j'accepte, sans savoir ce que ça impliquait. Donc je vais avec lui, et quand j'arrive, il n'est pas là déjà pour commencer, il n'est pas sur place. Je suis un peu largué, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je fais comme boulot? Tu m'as parlé de sensibilisation. Il me dit, écoute, je t'ai dit de venir, mais c'était quelqu'un qui voulait que je rentre dans son esprit pour comprendre Donc, il fallait que j'anticipe les besoins de ce que c'était que la sensibilisation sur les droits humains. Et comme j'avais mon appareil,
Et j'ai eu la chance, dans tout ça, j'ai eu la chance que quand j'en parlais à ma mère me dit, mais écoute, prends ça plutôt comme étant une expérience de pouvoir faire de l'anthropologie, de la sociologie. Donc, tu as ton appareil, tu as un ordinateur et tu sais te débrouiller. Donc, vas-y. La pause d'art. Je commence à circuler dans le village, je fais des photos, ensuite je discute avec les gens et certaines familles autochtones de Pygmées commencent à m'appeler chez eux pour me raconter leurs histoires. Et donc pendant qu'ils me racontaient l'histoire, je me rends compte que je ne peux plus photographier. C'était plutôt, il fallait maintenant que je pose ma caméra pour écouter ce qu'ils avaient à me dire. Et là, je crois que je fais aussi un basculement, c'est en comment le documentaire aussi, le cinéma est venu aussi à moi petit à petit. Donc je photographie et puis je enregistrais. Donc parfois, et dans le village où j'étais, l'électricité coupait, donc on libérait l'électricité à 18h et on coupait à 21h. Donc j'avais de 18h à 21h pour faire le montage de ce que j'avais tourné en journée. Parce qu'il fallait que je filme et puis je présente un peu pour qu'on en discute. Et c'est ce que je faisais. Donc, et cette aventure dans le Nord m'a pris une année. Et au bout après, mon ami a été affecté ailleurs. Donc moi, j'étais rentré, j'avais plus de raison de rester là-bas. Quand je suis rentré, là encore, quand je reviens sur Brazza, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas de boulot, mais il fallait faire de la photographie événementielle. Mais je m'ennuyais, j'avais vraiment aucune envie de faire ça. Et dans la même foulée, puisque dans mon domaine, j'avais fait électromécanique. Il y a un ami qui me dit, bon écoute, il y a dans le village, à 1 heure de Brazzaville, il y a un poste d'enseignant, mais c'est pas payé quoi. Tu en penses quoi? Je dis, je vais aller m'occuper. Et donc on est en novembre 2019. Donc quand je vais, donc les une année en forêt, c'est de 2010 à 2019. Donc de juin 2018 à juillet 2019. Donc quand je reviens, et lui me dit, écoute, il y a ce poste. Quand je vais, on est en novembre, donc je commence là-bas. Et donc, en 2020, c'est le confinement. C'est le confinement qui tombe, donc on ne sait pas quoi faire. Mais quand on est confiné, je me retrouve confiné avec un ami photographe et Mariuska, la slameuse. Et on se dit, pendant ce confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vu que je faisais de la musique, donc, on a enregistré quelques musiques on a enregistré un titre avec elle qui a été diffusé sur RFI pendant le confinement. Et dans la même foulée, il y avait le directeur départemental des arts et de la culture qui m'a demandé si je pouvais faire du contenu pendant cette période-là, donc photographier, filmer pendant la période du confinement. Donc j'avais cette possibilité d'avoir un laissez-passer pour pouvoir circuler librement dans la ville. Et donc quand on a fait ça, une fois que le pays a été déconfiné, je me retrouve encore sans savoir quoi faire et puis on recommence encore avec l'enseignement. Donc j'ai continué toujours à enseigner et il y a eu une opportunité, j'ai vu un appel à candidature du photographe Baudouin Mwanda avec l'Institut français qui proposait une formation en photographie d'auteur. Comment raconter une histoire? Je dis, c'est justement ce qu'il me faut, donc ce que je recherche. Et donc je postule en disant que je suis à Kinkala. Donc moi, la ville où je suis, c'est Kinkala. Il m'appelle, me dit, écoute, je vais te retenir, mais ne dis pas que tu es à Kinkala, dis plutôt que tu es à Brazza. Je dis, il n'y a pas de souci, c'est ce que je veux faire. Donc j'arrive, et quand j'arrive dans la petite salle, je vois, il y a des photographes que je suivais sur Facebook, sur Instagram, qui sont dédicacés par les musiciens du coin. Ouais. Avec des gros appareils. Les ténors, quoi. Ouais. Et moi, j'ai mon vieil appareil. Je stresse, quoi. Je dis, mais attends, face à ces personnes-là, qu'est-ce que je vaux, là? Mais au secours, quoi. Là, je reste là, donc on a les exercices, je fais, mais chacun devait délivrer une série. Donc, aussitôt, moi, là, ce qui m'avait plus, c'était raconter l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère qui... Au moment où j'ai la photographie, je ne savais pas. Mais c'est après qu'on m'a dit,
qu'elle luttait contre un cancer. Donc, elle avait été diagnostiquée d'un cancer. Mais l'axe que j'avais choisi, c'était une femme qui avait vécu la perte de son mari, la perte de ses enfants avec les guerres civiles. Et le fait d'avoir perdu un mari, ça faisait d'elle aussi une personne qui était aussi rejetée par sa belle famille. Plutôt que de veiller sur elle, mais la belle famille l'avait surtaxée pour qu'elle paye des amendes. Donc, en fait, mais c'est une femme, à aucun moment elle était, je l'ai vue s'apitoyer, toujours souriante. Il y avait une résilience en elle. Et c'est cet axe-là que j'ai choisi. C'était une série avec du texte, donc un texte de poésie que je lui avais dédié. Donc j'ai raconté l'histoire de ma grand-mère. Et on était 10 photographes. On était censés chacun présenter, je crois, 5 photos ou bien 4. Mais chez moi, on avait pris une photo de plus. Donc le formateur qui dit que toi ta série est tellement intéressante que j'en prends une plus, vu que c'était lui qui avait fait l'editing. Donc il dit c'est chez toi on va prendre plus parce que ton histoire elle est assez intéressante. Et ça m'a permis un peu de dire mais tiens, si on m'a choisi si parmi les photographes qui parce qu'il y avait des gens qui avaient des gros appareils machin. Et donc, si parmi ces personnes-là, moi qui, je viens de nulle part avec zéro formation artistique, ça veut dire que je vaux quelque chose. Et dans la même année, il y a un atelier qui est aussi lancé en documentaire par 2 réalisateurs. Donc, c'était un duo, Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. Je m'inscris à cet atelier, je suis retenu. Mais l'atelier n'a pas pu se produire parce qu'il y avait un problème d'agenda de leur côté. Mais il m'avait dit, mais si tu veux, tu peux venir sur le plateau. Donc j'allais souvent sur le plateau avec eux. Et vers la fin de l'année, donc en décembre, il y a, en prélude au festival Kokutana, il y a un appel à candidature qui est lancé. Un appel à candidature sur le roman photo. Donc c'était un appel où il fallait proposer un scénario. Et du scénario, on allait maintenant sélectionner un photographe qui allait réaliser les photos pour faire un roman photo. Et quand on postule, il y a les réalisateurs du pays qui postulent, il y a des scénaristes, en tout cas les grands pompes du milieu. Et mon histoire est retenue. Donc je suis retenu de ce concours. Et là, il se regarde et dit, l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire en rapport avec les peuples de la forêt, des pygmées. Il n'y a personne pour faire cette photo-là, il n'y a que lui qui peut faire ça aussi. Donc du coup, il va avoir le prix aussi du photographe. Donc je me retrouve avec les 2 prix. Et là, je fonds en larmes dans la salle. J'ai les souvenirs de la forêt, de l'époque, parce que j'ai oublié de dire que quand je reviens de la forêt, j'ai toqué dans les bureaux pour chercher à faire une exposition. Je montre le matériau que j'ai, je dis, écoutez, je veux... Mais personne ne m'avait... Calculé, on te calculait pas. On ne me calculait même pas, quoi. Et tu vois, tous les années de galère, de souffrance, à dormir par terre, j'ai fondu en larmes. Je me dis, mais si je me retrouve avec ça, ça veut dire que je vaux quelque chose, quoi. Donc, le roman photo, donc je vais pour réaliser, donc je fais les photos. J'avais eu 10 jours de terrain pour faire les photos. Et quand je suis rentré, il y a mon cousin de Isamu Dodi qui a fait la conception, donc en tant que graphiste. En tout cas, lui aussi s'est sacrifié. Là, je crois qu'il a dû faire 3 nuits sans dormir. Et après, il fallait corriger les fautes. Le français, c'est quelque chose, quoi. Et les petites coquilles, ça nous a pris un temps fou. Et Dieu merci, ce roman a été maintenant présenté en off du festival. Donc, c'était pas prévu de base, mais ça avait plu à la directrice à l'époque de l'Institut français, Marie Audiger, qui dit, voilà, on va présenter le off. Donc, c'était quand les gens rentraient dans l'Institut français, ils voyaient le petit roman photo. Ensuite, ils venaient maintenant pour voir l'expo officielle. Mais les gens étaient autour du roman photo, les gens venaient me demander quand est-ce que tu vas faire le 2, machin. J'étais là, waouh, donc je peux, franchement, donc ça veut dire que je peux être artiste, quoi, je vaux quelque chose.
la même foulée, je me heurte à une réalité. Il y a des appels à candidature qui se présentent. Quand je rentre dans le site, je vois des choses que je ne comprends pas. Donc, projet, note d'intention. C'était vraiment du chinois pour moi, quoi. On a été tous à ce moment, on connaît tous ce moment-là. C'était du chinois pour moi. J'ai dit, j'ai été formé par Baudin, j'ai écrit à Baudin, mais comment on postule? Et il me dit... Il a 10 000 choses à faire, et voilà. C'est pas évident. Je dis, mais putain, c'est quoi cette affaire-là encore? Ouais. Et il y a la RIAC, donc les rencontres internationales d'art contemporain organisées par les ateliers SAP. Ouais. Donc, qui se présente, la RIAC 9, donc c'est une biennale que nous avons au Congo. Et là, je vois qu'il y a une formation. C'est un ami qui me dit, mais écoute, il faudrait que tu t'inscrives winner sacré. Donc, je m'inscris. Et là, il y a un monsieur Lox, donc il y a toi qui vient, donc on présente nos photos et tout. Parce que moi, à cette époque, je me disais que faire des belles photos, ça suffisait, quoi. Le bon cadre, technique, machin. Mais avec la rencontre, avec la rencontre, tu dis, bon, écoute, on oublie la photographie. Peut-être vous n'allez même pas faire de photos. On est sur cette notion maintenant d'écriture, d'intention, Et c'est là où je commence maintenant à me rendre compte maintenant que la technique simple ne suffisait pas. Il fallait que j'ajoute maintenant cette notion de concept, de ce qu'il fallait raconter. Donc, je fais cette formation qui m'a beaucoup aidé. Je crois qu'à l'issue de ça, j'avais eu aussi un prix. Donc, j'avais eu aussi un prix découverte qui m'a permis aussi de pouvoir de continuer d'avancer et de te rassurer, voilà, par rapport à ce que de me rassurer. Et donc, maintenant là, je veux sauter directement pour arriver en 2022. Mais avant d'arriver en 2022, j'aimerais bien que tu nous parles déjà ce qui, toi, t'intéressait à ce moment. Voilà. Parce que quand moi, je t'ai connu, je te connaissais plutôt... Comment je vais dire? Pas que je te connaissais. Je veux dire, au moment où je te rencontre, tu me montres tes travaux liés à la forêt, etc. Mais après, tu développes aussi une autre écriture. Je voudrais bien que tu parles de ça aussi. Moi, je travaille vraiment sur l'humain. Et il y a des moments où je me dis que c'est pas moi qui choisis pas mes sujets. J'ai cette impression que, à un moment donné, la situation va venir à moi, ou bien je sais pas de quelle manière je peux être avec quelqu'un dans un bar ou bien n'importe quel lieu. Après, on va échanger, on se rend compte qu'il va aborder un truc qui va être... C'est juste le fait d'être attentif. Attentif, voilà. Donc, de base, moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est l'humain. Mais avant de me rendre compte que c'était l'humain qui m'intéressait réellement, je voulais parler de nos histoires. Moi, c'était la forêt et tout ce que ça représente pour moi. Ce que ça représente, pour moi, la forêt, c'est pas juste des arbres, mais il y a vraiment un écosystème, il y a une vie, une énergie, une spiritualité. C'est-à-dire, dans la manière dont j'ai grandi, là où j'ai vécu avec mes grands-parents, dans nos histoires, c'est que l'invisible et le visible se côtoyaient, quoi. Donc, il y avait une espèce de petite mince voile, mais entre les deux, il y avait des incursions qui se faisaient entre les deux mondes. C'était ça qui m'intéressait bien de raconter, mais avec les humains au centre. Et au moment où je te rends compte, il y avait maintenant mais sauf que cet invisible, c'était aussi des histoires de personnes qui sont stigmatisées. Parce que quand tu es dans l'invisible, dans tout ce qui est traditionnel chez nous, par exemple, avec tout ce qui est religion importée, on te stigmatise, on te qualifie de sorcier, donc tu es un paria. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte petit à petit que tous mes travaux avec les éléments communs, je parlais de tout ce qui était en marge, des marginaux. Je traitais vraiment des sujets liés aux marginaux. Donc, en allant dans tout ce qui est tradition, en allant même chez les peuples de la forêt, c'était aussi des marginaux de la société. Et plus tard, quand je te rends compte, vu que je ne pouvais pas aller en forêt pendant l'atelier, et c'est là où il y avait ce sujet qui me tenait à cœur de ma cousine, qui m'avait un jour avoué qu'elle était attirée par les femmes. Et en tant que Congolais, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Est-ce que c'est pas une influence occidentale? Et au départ, j'allais comme pour pouvoir balayer les doutes, tu vois.
pour dire que bon, je vais démontrer que cette affaire-là... C'est passager. C'est passager, C'est une espèce de maladie qu'on contracte. Et puis, mais en côtoyant, quand je fais les premiers pas, en côtoyant le milieu, je peux le dire, le milieu LGBTQI congolais, bon, ici on refuse cet acronyme, on préfère plutôt les minorités de sexe et de genre, je me suis rendu compte que c'était des personnes parfois plus humaines que ce qu'on pourrait qualifier de normal dans la société. Mais qu'est-ce que tu mets dans humain qu'est-ce que tu mets dans ce mot-là en fait? Dans ce mot humain, je mets le fait de s'intéresser à l'autre, d'écouter, de regarder l'autre, d'être attentif, attentionné envers ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut vivre. Et avec eux, le fait qu'ils aient traversé des situations compliquées, ils étaient plus attentifs à l'autre, plutôt que d'être dans cette espèce de mégalomanie qui se répand de plus en plus dans notre société, quoi. En fait, ils étaient, je peux dire, ils étaient centrés, qu'ils étaient à terre. Et ça, c'est vrai que je veux dire en amont que ce sont ces rencontres qui m'ont permis de pouvoir guérir aussi de ma main. Parce que moi, au départ, quand j'aborde mes sujets, je ne fais pas à la base pour pouvoir, je pense pas à la diffusion, à long. C'est que ça m'apporte à moi. Qu'est-ce que je veux rechercher? J'ai un doute, je vais chercher à trouver des réponses à te rassurer, comprendre. Peut-être que je ne vais même pas comprendre à la fin, mais en tout cas, au finish, j'aurais vécu quelque chose qui va m'aider. Et que ce soit le travail sur l'invisible, le travail avec les peuples de la forêt, le travail avec la communauté LGBT, avec les minorités de sexe et de genre, ça m'a vraiment... Ça t'a grandi. Ça m'a grandi, quoi. Ça m'a grandi. Donc, c'est comme ça que je qualifie en fait humain. Humain, c'est pouvoir regarder l'autre et s'intéresser à lui, à ce qu'il est, sans pourtant penser à ce qu'il a. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. Et je me souviens quand tu m'avais présenté ton intention, je suis un peu tombé sur le cul parce que je me disais « Ah merde, moi c'était la toute première fois aussi en tant que photographe de faire face aux formateurs, je dirais les deux, de faire face non seulement à cette communauté, mais surtout à quelqu'un qui s'y intéresse et veut travailler autour. » Donc je crois que moi aussi ça a été un moment d'apprentissage parce que je ne pouvais non plus te faire comprendre, toi qui étais mon stagiaire, non, ça je ne sais pas comment parler de ça, mais le fait d'être écouté, de comprendre tes motivations, moi aussi ça m'a permis de comprendre déjà cette communauté, de ne pas rester dans la stigmatisation ou le rejet. Mais je sais que toi tu es allé bien plus loin aujourd'hui en termes je dirais quoi, peut-être de reconnaissance, de travailler sur les violences que subit cette communauté et puis tant d'autres choses. Mais il y a aussi quelque chose de très important dont on a parlé il y a peu, c'est les spiritualités d'ici et voire même de l'Afrique qu'il y a autour de ce qui est aujourd'hui qualifié de LGBTQ+, etc. Est-ce que tu peux nous en parler, Ralph? En fait, c'est comme je disais, en fait, inconsciemment ou bien inconsciemment, il y a des liens maintenant entre mes différents travaux des espoirs, là. Une espèce de fil rouge qui les relie les uns aux autres. À la base, quand je suis allé vers moi, c'était comprendre. Mais après, c'est pendant que je faisais des recherches sur un projet de film, lié, en fait, c'est une histoire personnelle liée un peu aux esprits de l'eau, donc ce que nous appelons ici au Congo vulgairement les Mami Wata. Mami Wata. Les sirènes pour ceux qui sont plutôt dans un code occidental. Donc sur les sirènes, que je me rends compte qu'il y a un lien, parce que dans la tradition de Téké, il y a ce qu'on appelle, il y a un rituel de possession. Donc les sirènes, c'est sous plusieurs formes. Il y a soit en fait, celle qui est dans l'eau, ou bien celle qui peut se réincarner en humain et celle qui peut posséder aussi les humains. Donc, ces cas de possession, chez les Téké, on appelle ça le Nkita ou le Mukishi. Donc,
Le Nkita, c'est quand c'est une femme qui est possédée. Mais il s'avère qu'il arrive maintenant que ce soit un homme. C'est très rare qu'un homme soit possédé par une sirène. Et on les appelle le Mukiyama. Et non, le mot Mukiyama veut dire arc-en-ciel. En Teke, ça veut aussi dire un homme qui est possédé par la sirène. Maintenant, il s'avère que ces hommes qui sont possédés par les sirènes ont des attributs efféminés. Donc, ils ont une espèce de phénotype, donc gestuelle, manière de parler, qui vraiment, en tout cas, c'est une gente féminine. Et quand on cherche à trouver des explications, on te dit que c'est l'âme d'une femme dans un corps d'homme. Et pour venir un peu avec un lien un peu plus international, s'il faut le dire, c'est que aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est que si tu veux, le slogan ou bien le logo de la communauté LGBTQI, c'est un arc, c'est un arc-en-ciel. Donc, du coup, le fait qu'il y ait ce lien de l'arc-en-ciel qui est lié en même à cette possession, donc c'est en même temps l'arc-en-ciel sous cette forme, et même l'arc-en-ciel sous la forme de l'arc-en-ciel est lié à l'eau. Donc c'est lié à des divinités d'eau. Donc tout. Et aujourd'hui, donc du coup, ce qui fait que dans mon travail aujourd'hui, c'est pas un travail c'est aussi une manière aussi pour moi en tant qu'artiste de dire que il y a, pendant que vous stigmatisez ces personnes-là en disant qu'ils sont de copier un modèle occidental, c'était là depuis longtemps. Mais vu que je ne suis pas scientifique ni anthropologue, je suis artiste, je le fais avec les moyens qui sont les miens, avec la liberté qui est la mienne aussi. Donc c'est vraiment un travail qui me prend encore du temps, qui est en cours de construction depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu l'exposer, mais il y a eu des centres qui ont refusé parce que jugé... C'est trop brutal, mais oui, ça on en a parlé aussi. Parce que des fois, on n'est pas prêt, nous-mêmes les humains, tu vois. Parce que c'est comme dit à un chrétien que Jésus n'existe pas. Il ne serait pas prêt à prendre ça. Donc, dit aux Africains que non, écoutez, l'homosexualité, les questions liées du moins à la sexualité et au fait que quelqu'un ait en lui deux expressions sexuelles différentes, ça existe depuis, c'est dans nos traditions, on n'est pas prêt aussi, mais c'est quelque chose qui existe comme tu as pu le découvrir pendant tes recherches sur ce sujet-là. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.